Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Vous êtes éditeur financier et fondateur de cette lettre d'actualité, L'investisseur sans costume. Et vous venez de publier une enquête. Alors franchement, je suis tombée, pas de ma chaise, mais de mon lit, parce que je travaillais dans mon lit à ce moment-là. Mais tout de même, c'est très fort. Comment BlackRock s'est payé Macron? Alors avant d'aller, parce que c'est une enquête très fouillée, je voudrais d'abord que vous réexpliquiez à nos auditeurs ce qu'est BlackRock, s'il vous plaît. BlackRock, d'une certaine manière, c'est le patron du patron. On vit dans un monde capitalistique, dans un système capitaliste. Et dans un système capitaliste, ce qui est important, c'est le capital. Hmm. Et BlackRock est une société qui détient énormément de capital, 10 000 milliards qui sont gérés directement, plus 20 000 milliards gérés indirectement par leur logiciel de gestion. Et c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du capitalisme jusqu'à présent. Ils sont arrivés à une taille tellement monstrueuse que par les jeux après aussi, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, c'est-à-dire qu'il y a tout un aréopage d'entreprises autour, c'est-à-dire que ces 30 000 milliards plus tous les suiveurs qui y a après font qu'une entreprise comme BlackRock, depuis quelques années déjà, a acquis un poids de monopole capitalistique aux États-Unis sur l'ensemble du S&P 500, qui est l'équivalent du CAC 40, qui sont les 500 plus grosses entreprises. Ils sont en train de répéter la même chose en France, en fait. Ces gens sont en train de reconstituer un grand monopole, une sorte de soviétisme au-dessus des entreprises. D'accord. Alors, il se trouve qu'il y a une petite phrase comme ça qui vous a mis la puce à l'oreille. Larry Fink, donc le patron de BlackRock, qui a dit la guerre en Ukraine va accélérer l'adoption des monnaies digitales des banques centrales. Et ça, ça vous a fait tilter. Oui, parce qu'il y a deux choses. La première, c'est que ça n'a pas beaucoup de rapport. Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que quand il dit, et la deuxième chose, c'est que Larry Fink, un peu comme Emmanuel Macron d'ailleurs, a cette tendance. Ça fait très longtemps que j'étie et que Oui, je on a travaille oublié sur de le préciser, BlackRock, vous êtes un des plus grands spécialistes de BlackRock en France. autoproclamé en tout cas. Oui. Mais je veux dire, c'est un comportement que je vois très souvent, c'est-à-dire que quand il vient vous faire croire qu'il observe que la guerre en Ukraine va provoquer presque naturellement une adoption plus rapide de ces fameuses monnaies digitales de banque Mhm. centrale, c'est un vœu pieux en fait. C'est juste, lui souhaite ça. Mhm. Lui souhaite ça et il veut ça faire ça. Et en fait, si on réfléchit un peu, c'est quelque chose qui sert énormément BlackRock et qui sert son agenda. Et donc oui, effectivement, on se dit, mais pourquoi est-ce que tout d'un coup, il voudrait que ces monnaies digitales de banque centrale? Et alors, ce qui est un peu délicat, c'est que ça a l'air un peu technique comme ça, et on se dit, une monnaie digitale de banque centrale, on en a déjà une monnaie digitale, notre carte bleue, quand on paye avec son téléphone, c'est déjà digital, qu'est-ce que ça va changer? Et en fait, ça change tout, et c'est une manière de terminer de piéger les épargnes. C'est pas du tout un petit sujet, les monnaies digitales. Les monnaies digitales, c'est vraiment une manière de finir d'enfermer la richesse des particuliers dans un système pour pouvoir ensuite mieux la prélever. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les identités numériques qui sont développées? Et notamment, on a vu l'Ukraine, encore une fois, en pleine guerre, là, annoncer qu'elle passait à l'identité numérique. Oui, ça va ensemble. Ça va ensemble. À mon avis, en fait, ce qui se passe, c'est que on est dans un monde dans lequel il n'y a plus assez de profit depuis très longtemps. On est dans un monde où, par rapport à la masse de capital, toute la dette qu'on crée, on n'arrête pas de dire oh là là, il y a trop de dettes, il y a trop de dettes, il y a trop de Mhm. dettes. De l'autre côté, ça fait du capital. Et Mhm. un capital, ça demande rémunération. Et aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de croissance, il n'y a pas suffisamment de richesse créée à Mhm. partager pour permettre de rémunérer ce capital. Comme on refuse de laisser s'effondrer ce capital, pour de bonnes et de mauvaises raisons, il faut bien essayer de le satisfaire. Et le satisfaire, dans la valeur ajoutée d'une économie, généralement, on la partage entre deux grands postes, les postes des salaires et les postes du capital. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec le capital représenté par BlackRock, qui en est son plus grand turiféraire, qui vient confisquer une part de plus en plus grande du capital et qui vient aujourd'hui chercher de plus en plus à confisquer cette richesse. Et la conséquence de ça, c'est que forcément, du côté des salariés, on s'appauvrit. Ça fait longtemps, ça, mais ça s'accélère. Ce qui se passe sous ce quinquennat sont des choses qui étaient un peu à bas bruit et qui s'accélèrent tout d'un coup radicalement. Et quand les gens s'appauvrissent, généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils deviennent mécontents. Et du coup, ça fait des troubles. Et déjà, il y avait eu une enquête, une analyse du BCG
C'est encore des amis de McKinsey, ça, qui, après, en 2010, à l'époque, où ils disaient, mais attendez, il va falloir faire de l'austérité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque-là. Et ils disaient, mais c'est un grave problème. C'est-à-dire que si on veut solvabiliser ces dettes, qui est un problème qu'on a depuis très longtemps, il faut qu'on arrive à couper les dépenses publiques. Et ça, on ne peut pas le faire, parce que si on coupe la dépense publique, on met tout le monde dans la rue. En Espagne, ils étaient dans la rue, aux États-Unis, ils étaient dans la rue, en France, on va dans la rue, tout le monde va dans la rue. Dès que vous coupez, ils avaient chiffré ça, dès que vous coupez les dépenses publiques de plus de 0,5 points de PIB, tout le monde est dans la rue. C'est pas bien ou pas bien, c'est juste comme ça. Donc, vous êtes foutus. Et si vous commencez à faire de l'identité numérique, à faire des monnaies digitales de banque centrale, dont le pire truc, c'est qu'en fait, vous pouvez faire du paiement conditionnel avec une monnaie digitale de banque centrale. Vous pouvez dire, vous, Clémence, je suis désolé, vous avez un peu de cholestérol, donc je ne vais pas vous laisser acheter votre glace au chocolat. C'est simple. C'est pas sympa. Vous, Nicolas, vous voulez prendre le train, mais vous n'avez pas votre passe à jour. C'est pas qu'on va vous interdire et que vous allez prendre une amende de 235 €, c'est que vous n'allez pas pouvoir payer votre billet de train. Et ça, c'est c'est important quand on met les choses au clair sur cette identité digitale. Mais alors, juste, parce qu'en plus, je sais que Nicolas Vidal a plein de questions à poser. Mais qu'on aille juste, pour que les gens comprennent le fond de l'enquête. Vous avez donc découvert, à partir de cette phrase, qu'il y a des voyages de Larry Fink à Paris qui sont liés justement au grand conseil de défense d'Emmanuel Macron. Oui, c'est-à-dire que le BlackRock, Larry Fink vient à Paris depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il ne venait pas à Paris avant. Ce n'était pas un marché pour eux. Et depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il est venu beaucoup plus souvent. On l'a vu. Ils ont été obligés d'admettre qu'il avait rencontré Emmanuel Macron au moment de la réforme des retraites. Ce n'est pas une petite chose non plus. La réforme des retraites, c'est 15% du PIB. On ne joue pas avec ça. Que le fait qu'un grand fonds de pension américain vienne expliquer au président de la République, au roi, parce que c'est une monarchie élective, la 5e République au départ, qui vienne dire au roi ce qu'il doit faire, c'est pas normal. Et donc, ça, on se souvient de ça. Et si on continue à regarder un petit peu les déplacements de l'avion de Larry Fink, on se rend compte que l'avion de Larry Fink, et donc on suppose Larry Fink aussi, était à Paris à 2 moments depuis le début de la crise du Covid, depuis 2020. Et qui sont les 2 moments où vous avez les deux moments extrêmement forts dans les 2 crises de ces dernières années, c'est-à-dire la crise du Covid et la crise ukrainienne. Il est entre le 6 et le 8 juillet à Paris 2021, en sachant que le 7 juillet, vous avez le Conseil de défense sanitaire qui va lancer le pass sanitaire qui sera annoncé le 12 juillet par Emmanuel Macron. Et que, encore une fois, ce pass sanitaire est quelque chose, c'est-à-dire que si vous le remettez dans un ensemble plus global, qui permet de faire du contrôle social et qui permet de tenir en respect la populace pour mieux la tondre, si vous voulez. Et il est aussi à Paris en novembre, fin novembre, je n'ai plus la date précise, pardon. Si, c'est le 12 novembre. Le 12 novembre, c'est la date où la Russie se met à mobiliser ses troupes à la frontière de l'Ukraine. Et quand on connaît un peu, les dates de mobilisation sont généralement beaucoup plus importantes que les dates d'entrée réelle en guerre. Parce qu'une fois que vous avez mobilisé, généralement, vous ne faites pas revenir les soldats. Et donc, à ce moment-là, vous avez le moment où la Russie mobilise et vous avez encore Larry Fink qui est là à Paris. Alors, il est peut-être là pour manger un jambon beurre, hein, je ne sais pas. Au moment où Emmanuel Macron a son entretien avec Vladimir Poutine, à ce moment absolument charnière de la crise. Et c'est un moment charnière de la crise et c'est normal que ce moment se passe à Paris parce que jusqu'il y a quelques semaines, mois, la question de défense était encore la prérogative des États dans l'Union européenne. On peut se demander si c'est encore le cas, mais et dans l'Union européenne, dans les États qui ont un peu de puissance militaire, il n'y a plus que la France qui soit vraiment sérieuse. Qui est-ce qui a l'arme nucléaire? C'est nous. Qui est-ce qui a un siège permanent au Conseil de sécurité? C'est nous. Donc, qui, depuis 10 ans, 15 ans, jouait le rôle de stabilisateur dans justement cette crise à bas bruit ukrainienne qui date depuis très longtemps. Vous avez reçu, il me semble, Yves Pozzo-di-Borgo qui en a très bien parlé. C'est Nicolas Sarkozy s'est opposé à la politique américaine et a stabilisé la région ukrainienne en son temps. François Hollande a rassuré Vladimir Poutine sur le sujet, d'ailleurs. Il a rassuré Vladimir Poutine. François Hollande. Oui, il a voté les accords de Minsk. Et tout d'un coup, on se rend compte que ce président-là, lui, arrête ce rôle de stabilisateur, arrête ce rôle de pacificateur, et c'était le verrou
qui permettait cette entrée en guerre en Ukraine, parce que l'Ukraine et les États-Unis, pardon, pas l'Ukraine c'est la grande sacrifiée, la Russie et les États-Unis ont intérêt à cette guerre, des intérêts différents, mais ils ont tous les deux intérêt. C'est pour ça que cette guerre a pu arriver. C'est parce qu'ils y ont intérêt, et l'Ukraine est la grande sacrifiée, et l'Europe est la deuxième grande sacrifiée. Nous, on a tout à perdre. Alors oui, j'ai une question là-dessus, parce que moi, j'avais entendu parler de BlackRock pour la réforme des retraites. Effectivement. Ouais. Et je crois savoir, vous allez me le dire, qu'ils auraient à un moment donné fait des fiches aussi, des petites notes à l'Élysée pour mettre en place cette réforme des retraites, notamment. Mais la question que je vais vous poser, c'est que finalement, en vous écoutant, on se rend compte que BlackRock, vous l'avez dit, c'est le patron des patrons. En ce moment, on parle beaucoup du McKinsey Gate, moins du Rothschild Gate d'ailleurs. Et on se rend compte que BlackRock, c'est vraiment au-dessus. Donc, vous avez commencé à en parler, mais ça voudrait dire qu'Emmanuel Macron, finalement, il est toujours à la solde de ces énormes groupes en termes de politique nationale et même, vous avez l'air de dire, politique étrangère pour le coup, finalement. On en est là aujourd'hui avec Emmanuel Macron. C'est qui est vrai qu'Emmanuel Macron était moins vrai avant avec Sarkozy, Hollande et Chirac. Ouais. Ah oui, on en est là. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, qui encore une fois est une accélération. Alors autant des groupes comme McKinsey, Rothschild étaient là présents depuis très longtemps en France, autant BlackRock est vraiment arrivé. Ils étaient présents avant Emmanuel Macron, mais ils sont devenus activistes véritablement depuis. Ils se sont payés Emmanuel Faber de Danone parce qu'il n'était pas assez rentable. Hein. Alors, juste une mise au clair, comment on peut être sûr, parce qu'on comprend qu'il y a des dates de correspondance. On sait que ça a déjà joué en effet pour la réforme des retraites. Donc, il y a un précédent. Mais est-ce que vous êtes sûr que BlackRock souffle vraiment à l'oreille d'Emmanuel Macron? Et s'il souffle qu'Emmanuel Macron, peut-être question naïve, hein, comme on l'a eu avec McKinsey, à quel moment on voit le fait qu'Emmanuel Macron joue vraiment le jeu qui lui est soufflé? Et pour quel intérêt aussi? Alors moi, j'ai tendance, j'aime travailler par nécessité, c'est-à-dire qu'on vit dans un système derrière les preuves, vous aurez toujours un doute sur les preuves. Bien sûr, vous aurez toujours un doute et peut-être que la Raffinerie n'était pas dans l'avion, peut-être qu'il mangeait vraiment un jambon beurre, peut-être. Je ne dis pas. Moi, ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est très rigolo d'aller regarder les registres des jets privés, c'est marrant. C'est pas ça l'important. L'important, c'est quoi? C'est que vous ne devriez pas avoir un groupe qui pèse 30 000 milliards qui est monstrueux, qui peut faire tomber la France. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'a fait BlackRock depuis 2017? Ils ont racheté la dette française massivement, ce qui fait que vous avez Emmanuel Macron qui peut dire regardez, les investisseurs internationaux me font confiance, c'est génial. Mais ça, c'est un plat de lentilles. Ça. Il est en train de vendre les intérêts stratégiques de la France et puis pendant ce temps-là, on lui rachète sa dette et après, il peut venir dire regardez, moi, je suis le sérieux. Quand vous avez Ursula von der Leyen qui vient vous donner votre petite écuelle, votre petite part du plan de relance et qui dit c'est bien, ça fait bien travailler. Ouais, chef, il faut donner un peu d'argent. C'est pas vrai. Les comptes français sont absolument pourris et probablement que vous avez un peu de. C'est pas impossible. BlackRock est très puissant à Bruxelles, que vous ayez comme ça un jeu d'influence qui fait que allez, on leur donne la soupe. Et donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que vous avez BlackRock est un prédateur. Et ça, c'est un peu compliqué, mais qui est acculé aujourd'hui. C'est un prédateur qui est devenu fragile, qui est devenu trop gros pour survivre longtemps. Ils ne sont pas bien. En 2020, ils ont failli crever à la bouche ouverte, BlackRock. En mars 2020, contre la crise Covid, c'est compliqué de se rendre compte. Il faut vraiment aller dans le fond du truc. Mais les ETF, qui sont les produits avec lesquels ils ont fait leur succès phénoménal, sont des produits d'une fragilité extraordinaire. Ils ont dû être sauvés par la Fed de manière radicale. Ils ont racheté les produits de BlackRock, spécifiquement conseillés par BlackRock d'ailleurs. Donc BlackRock aurait besoin de cette crise et Emmanuel Macron a besoin de BlackRock. Et Emmanuel, si vous voulez, on a tous un peu en tête qu'une élection présidentielle, ça se fait aussi avec des sponsors, que vous avez toujours des grands industriels qui vont aller parrainer c'est bien ou pas bien, si vous voulez. Mais quand dans une élection présidentielle, vous avez aussi bien le vote populaire, mais vous avez aussi un vote d'une certaine manière préalable de l'élite qui est là. C'est comme ça, c'est bien, pas bien, je ne sais pas, peu importe. Là, vous vous rendez compte que cette espèce de parti qui est en train d'être capté, non plus par des industriels français, par par une élite française, mais par une élite américaine. Et qui a ce pouvoir-là. Et BlackRock a ce pouvoir aujourd'hui de se payer un PDG du CAC 40. Alors Danone, parce que Danone a une structure capitalistique qui est un peu faible, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont un pouvoir de nuisance extraordinaire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et moi, je peux vous assurer c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, Larry Fink est quelqu'un qui est incroyablement plus puissant qu'Emmanuel Macron. Et que oui,
quand on regarde aujourd'hui les agendas qui sont poussés, on peut penser qu'il y a une influence. Bien sûr qu'il y a une guerre d'influence extraordinaire, et au-delà de la preuve, elle est nécessaire. Le système ne peut pas continuer sans ça. J'ai une question là-dessus sur Emmanuel Macron, rapide pour laisser Clémence après. Est-ce que Emmanuel Macron, vous dites dans une de vos vidéos qu'Emmanuel Macron pourrait finalement, peut-être après son mandat, aller chez BR, chez BlackRock ou pas? Ouais, ça fait partie des blagues. Oui, c'est moi qui dis, c'est une blague. C'est une blague. C'est à l'époque, c'est-à-dire qu'on l'a vu, c'est-à-dire que ça se fait. C'est-à-dire qu'on a vu les anciens patrons de la Commission européenne aller chez Goldman. On a vu l'ancien patron de Barroso, notamment. Ouais, l'ancien patron de la Banque nationale suisse, lui, a été chez BlackRock. Et donc, on se rend compte que la mode est en train de passer chez BlackRock. Goldman, c'est un peu passé de mode, mais c'est sérieux. Alors, est-ce qu'il ira pas, peu importe, mais il sert tellement le groupe et on est en train de s'américaniser. On est en train de découvrir que, oui, c'est une oligarchie, en fait, on est d'accord. Ouais, que la politique devient un piédestal pour pouvoir enfin gagner de l'argent après, parce que non, il n'a pas 3 millions d'euros. On fait un petit carnet d'adresses sympathique et puis on y va. Non, mais une des questions quand même de tout ça, si on reprend l'enquête, votre enquête, à quel moment BlackRock a besoin de faire la guerre contre la Covid, on va dire, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron, et la guerre en Ukraine, parce que vous avez l'air de dire que c'est quand même tout ça intentionnel, et pour boucler la boucle, et pour arriver à une identité digitale peut-être. Alors, à quel moment ils ont besoin de faire la guerre? Encore une fois, la première guerre, on sait très bien que dans les questions de guerre, vous avez toujours des questions d'argent au préalable. C'est-à-dire que c'est un secret pour personne. On part en guerre pour des questions d'argent. De vente d'armes. Et aujourd'hui, on rentre dans un monde dans lequel il y a une raréfaction de la richesse et qu'on va se battre pour capter la richesse. On va se battre de deux manières. On va se battre entre États. On se rend compte qu'aujourd'hui, une guerre, ça fait exploser les prix de l'énergie. Alors, c'est rigolo, entre guillemets, pendant quelques semaines. Vous faites 5-10% d'inflation pendant quelques années. Ça va être dramatique en France. On va compter les morts. Donc, on se rend compte. Comment BlackRock gagne de l'argent dedans? Pardon, question très naïve. Il s'agit de capter la richesse. Et on est dans un monde où il faut capter la richesse. Et BlackRock, aujourd'hui, vous avez un conflit entre la richesse capitalistique et la richesse salariée. Et pourquoi est-ce qu'ils vont sur les retraites? Parce que les retraites, c'est le grand coffre. Et même les gens qui disent, moi, je m'en fous, c'est pas grave, BlackRock, j'ai pas d'épargne. Oui, mais même si vos pauvres 800 € de retraite qui vous permettent pas de bien vivre, ça fait partie d'un grand coffre dont BlackRock a besoin. BlackRock est devenu systémique, c'est-à-dire que c'est même plus pour eux-mêmes. C'est-à-dire que si aujourd'hui le système s'effondre, BlackRock s'effondre avec. Et quand un système devient à ce point fatigué, à ce point dégénéré, il se crispe. Et ce genre de crispation, à ce niveau-là, oui, ça crée des guerres. C'est parce que c'est pour éviter. Regardez ce qui s'est passé, regardez les logiques, regardez ce qui arrive après. C'est que vous reprenez en main les populations, vous faites des choses que vous ne pouviez pas imaginer faire depuis 2 ans. Ça arrive, d'après cette crispation, on arrive à une forme de contrôle, notamment numérique. On l'a vu avec les passes, on le voit avec l'identité numérique, le porte-monnaie numérique. Donc c'est ça que vous dites en fait, c'est une façon de mieux contrôler pour mieux absorber la richesse des salariés. Oui, si vous voulez, c'est d'une certaine manière, il s'agit de capter la richesse des particuliers, et si vous voulez capter, il faut qu'ils se tiennent tranquilles. Mais ce qui est intéressant ou effrayant, c'est que finalement, une grande partie des Français ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer, notamment avec BlackRock. Je vous dis, moi, je l'avais vu avec la réforme des retraites, mais également avec McKinsey. À un moment donné, les Français vont être concernés au premier chef si on vous écoute. Je ne sais pas s'ils ne se rendent pas compte. Se rendent pas compte. Vous savez, il paraît que la propagande, ce n'est pas de faire croire aux gens ce qu'ils ne veulent pas croire, c'est de croire qu'ils sont les seuls à le croire. Moi, je ne sais pas. Je sais que c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, que personne n'est au courant, personne n'est conscient. Mais même pas au courant, finalement, de s'en moquer, être suffisamment détaché en disant, vous l'avez dit, BlackRock, c'est loin, tout ça. Mais c'est loin. Ouais. C'est vrai que c'est loin. Ouais. C'est vrai que c'est loin. Moi, alors maintenant, c'est mon métier d'essayer de montrer que ce qui arrive n'arrive pas totalement par hasard et qu'il y a des gens qui influent et que s'ils n'étaient pas là, ça se passerait un peu différemment. Mais c'est
Pardon, juste pour finir, le bon sens populaire, ce que j'observe, rejoint très souvent des analyses très pointues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de connaître tout par cœur pour pas avoir l'intuition. Ouais. Et ça, je pense que cette intuition est partagée. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.